Bonjour, donc Laurent Garnier, je suis le cofondateur de KPM. On va parler pendant 30 minutes d'expérience client, donc ça va être un sujet absolument formidable. On va parler de, effectivement, comme on vous l'a dit, de ce retour d'expérience qu'on peut faire sur le travail qu'on a eu en accompagnant 150 entreprises et en modélisant 650 parcours clients. Donc on va parler des champions de l'expérience client, on va comprendre comment ces champions de l'expérience client travaillent, quelles sont leurs bonnes pratiques, quelles sont, je dirais aussi, leurs méthodes de travail, bref, et quels sont les angles d'attaque qu'ils ont du sujet de l'expérience client. Ça sera d'autant plus intéressant que je suis accompagné d'un champion de l'expérience client, je suis accompagné d'un digne représentant de la Maïf qui trust les podiums de la relation client depuis des années et qui viennent d'être, dans une dernière étude, plébiscités par les professionnels qui ont dit que la Maïf était l'entreprise qui les inspirait le plus en France, devant Amazon, ce qui est une véritable performance. Et donc, je me permets d'introduire Nicolas Courgeot, qui est à distance, from Niort, en remote. Nicolas. Bonjour Laurent, j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, c'est rassurant de savoir que tu es là. C'était un petit peu compliqué, mais ça se passe bien. Merci effectivement de me recevoir et effectivement en direct de New York pour ce qui me concerne. Alors, j'enchaîne sur les slides. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que rapidement, je vous présente KPM. Voilà. Je continue. Voilà ce qu'on fait. On fait ça, c'est-à-dire des parcours clients à partir des verbatims de consommateurs. Grâce aux verbatims, on identifie tous les points d'étape du parcours, tous les points d'étape qui sont en haut de cette frise. Et puis après, on met des éléments de quantification. On arrive à voir quels sont les clients qui nous parlent de tel ou tel touchpoint et quels sont le nombre de clients qui nous en parlent. C'est les bulles bleu ciel que vous voyez en bas. Et puis surtout, vous voyez des grandes barres bleues. Je vous parle de ces grandes barres bleues parce que ces grandes barres bleues, ce sont des notions d'implication de discours, d'intensité de discours des clients promoteurs, ceux qui sont très contents de ce qu'ils vivent. Et plus la barre bleue monte haut, plus ça veut dire que les clients en parlent avec des trémolos dans la voix, avec beaucoup d'intensité. Bref, plus la barre bleue est haute, plus on a de l'enchantement du client sur ce point, quand le point a été très bien traité. Vous gardez ça en tête, on y revient dans 2 minutes. Voilà les clients pour lesquels on a travaillé. Les 650 modélisations dont je vous parlais, c'est avec ces clients qu'on les a faites. Et puis parmi cette liste de clients, ce que vous pouvez voir, c'est plein de champions de l'expérience client. Il y a pêle-mêle, bien sûr, Maïf, dont on parle ici, mais aussi des Leroy Merlin, des Nespresso, des Dyson, des gens comme ça, qui sont des gens qui sont très en pointe sur le sujet de l'expérience client. Donc c'est aussi avoir eu l'opportunité de travailler avec ces gens-là qui va nous permettre de vous faire ce retour. Alors, le sujet, et je commencerai par ce sujet, vous dire, il n'y a absolument pas de fatalité. Ce que je veux dire, c'est que il faut le comprendre, c'est-à-dire que quel que soit le secteur d'activité, on peut délivrer des expériences clients remarquables. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur ces 650 expériences clients, l'expérience client la plus impressionnante qu'on ait jamais vue, celle qui a le meilleur score finalement, puisqu'on arrive à produire des scores comme ça, c'est une entreprise de luxe que vous connaissez, internationale, etc., qui ne veut même pas que je mette son logo dans la liste des clients que je vous ai montré. Et la deuxième entreprise, qui est dans un mouchoir de poche en termes de score d'expérience, qui est juste derrière cette grande entreprise de luxe, c'est une entreprise de centre auto, une chaîne de centre auto. Et ça vous montre bien qu'on peut être à la fois dans les effluves de parfum et dans le cambouis, et quand même proposer des expériences clients absolument remarquables. Ce qui nous fait comprendre que l'expérience client, qu'est-ce que c'est? Et la satisfaction client, finalement, qu'est-ce que c'est, si ce n'est ce décalage entre ce que le client attend et ce que l'entreprise lui livre. Et plus on est au-dessus de ses attentes, plus on génère de l'enchantement, qu'on soit dans le parfum ou dans le cambouis. Après, ce qui est important, c'est que quand on regarde ces expériences clients remarquables, il y a un constat tout le temps, c'est que derrière une expérience client remarquable, il y a une qualité relationnelle remarquable. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que je reviens sur ces barres bleues dont je vous parlais tout à l'heure. On a fait un travail très spécifique pour présenter cette analyse. C'est qu'on a regardé, sur les 650 modélisations qu'on a fait, on a regardé et isolé à chaque fois les 5 plus grandes barres bleues. Donc les 5 moments d'enchantement, les choses dont les clients nous ont parlé avec le plus d'intensité, avec le plus d'enchantement. Quand on isole les 5 plus grandes barres bleues de ces 650 modélisations, donc 5 fois 650, on est à plus de 3000 barres bleues, eh bien, il faut comprendre que 95% de ces barres bleues, qui sont les plus hautes, sont des barres relationnelles. C'est évident, le constat. C'est-à-dire que ce qui marque les clients, ce qui imprime une trace importante, durable et surtout intense, c'est du relationnel. Et je trouve très intéressant d'avoir ce chiffre-là en regard cet autre chiffre que je vous livre ici dans ce slide, à savoir que quand on regarde finalement le poids des expériences digitales,
spontanément commenté par les clients, ce poids des expériences digitales n'est que de 2,5%. Donc c'est vraiment quelque chose de très faible, de très peu commenté. Et en plus, les barres bleues que génèrent les expériences digitales sont souvent des barres assez anodines. Donc, on voit bien la différence, on voit bien à quel point le relationnel marque, à quel point l'expérience digitale est aujourd'hui fondamentalement le parent pauvre de cette expérience client. Il y a certainement mieux à faire, bien évidemment, mais ce n'est pas notre propos. Alors maintenant, ceci brossé, je vous rentre dans le sujet avec ces champions de l'expérience client, comment est-ce qu'ils travaillent. Et je vais commencer par cette idée de comment est-ce qu'ils travaillent les angles d'attaque avec lesquels ils attaquent le sujet de l'expérience client. Le premier angle d'attaque, c'est que c'est des champions qui sont très très bons à designer des moments. C'est-à-dire qu'ils vont choisir 4 ou 5 moments dans la relation qu'ils ont avec leurs clients, et ces 4 ou 5 moments, ils vont les designer au cordeau. Avec une constante évidente, c'est qu'il faut absolument, si vous voulez, que la façon dont on veut le designer, on crée quelque chose d'à la fois efficace et qui a un vrai impact émotionnel. Je vous donne un exemple. On est chez KLM, à l'aéroport d'Amsterdam. C'est le département des objets perdus. Et vous allez voir comment le département des objets perdus se débrouille pour travailler cette expérience de faire en sorte que quand on trouve l'objet perdu qui est dans l'avion, qui son doudou, qui son téléphone, qui une pochette, je ne sais pas quoi, comment est-ce qu'on fait pour retrouver le plus efficacement possible son propriétaire, sachant que dans 90% des cas, le propriétaire est encore dans l'aéroport, dans l'aérogare. Donc c'est d'autant plus facile de le trouver qu'il est encore dans l'aérogare. Une fois qu'il part de l'aérogare, c'est plus compliqué. Voilà la solution, excusez-moi, qu'a mis en place KLM. Terug te brengen naar de eigenaar. We houden daarvoor een social media in de gaten en de crew die na elke vlucht het vliegtuig checkt. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat we natuurlijk een beetje hulp daarbij krijgen. Spierkracht, uithoudingsvermogen en socialiseren. Ja, en als je die reacties ziet, dan is dat eigenlijk wel heel mooi. Hij komt regelmatig langs, maar ja, ik moet ook eerlijk bekennen, ik verwen hem ook wel. Donc voilà la solution, voilà la remarquable solution trouvée par KLM. Le chien s'appelle Sherlock, c'est le toutou le plus adorable de la Terre. Vous comprenez à quel point la solution est efficace, parce qu'effectivement, pour retrouver quelqu'un dans l'aérogare, il n'y a pas mieux que Sherlock. Et c'est d'un impact émotionnel incroyable. Quand un chien aussi adorable que ça vous ramène votre doudou, votre téléphone, etc., vous imaginez, c'est l'expérience de l'année, bien évidemment, bien évidemment. Donc du coup, par rapport à ça, c'est ça, designer des moments, c'est-à-dire trouver la solution efficace, qui fait que la solution est fluide pour le client, et en même temps, s'assurer de l'impact émotionnel. Et là, Sherlock, en termes d'impact émotionnel, il est quasiment imbattable. Deuxième angle d'attaque de nos champions, c'est la résolution du problème client. Je vais passer vite dessus, mais globalement, vous comprenez bien que dans les 4-5 moments de vérité qui font qu'à un moment, dans une relation entre un client et une entreprise, il y a 4-5 moments de vérité qu'il faut travailler, il y a toujours, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le pays, quel que soit le marché, l'industrie, dans ces 4-5 moments de vérité, il y a toujours la résolution du problème du client. Que le problème soit technique, que le problème soit administratif, une réclamation, que ce problème ça soit un sinistre, on en reparlera avec Nicolas, ça fait partie de la constante. Et les champions ont bien compris depuis très longtemps que le souci n'était pas juste de résoudre le problème du client, mais il y a au-delà du fond, je résous pas, il y a la forme, et la forme est tellement importante aujourd'hui. Donc, il faut travailler la forme, et il faut que la forme soit fluide, pas transformer un parcours de réclamation en parcours du combattant. Je passe vite là-dessus, ça tombe sous le sens. Troisième leitmotiv, troisième angle d'attaque avec lequel les champions s'attaquent à l'expérience client, c'est tout bête, mais ils cherchent à être bons là où les autres sont mauvais.
Et là, je vais passer la parole à Nicolas, parce que je pense que la Maïf est une entreprise exemplaire là-dedans. C'est-à-dire que sur ce thème-là, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, moi j'ai commencé à travailler sur l'expérience client dans l'assurance, et notamment sur la gestion des sinistres. Les assureurs n'étaient pas bons, il y a 15 ans, il faut le dire, sur la gestion des sinistres. Il y en a beaucoup d'assureurs qui avaient tendance même à être comme des autruches, on ne les trouvait plus, ils avaient disparu de la circulation au moment où le client avait le plus besoin d'eux. La Maïf a fait le pari inverse depuis des années de dire, nous, sur la gestion des sinistres, on va être impeccable. Être bon là où les autres sont mauvais, et forcément, ça fait des différences colossales. Nicolas, peut-être que tu as certainement des choses à nous raconter là-dessus. En tout cas, on a vraiment des certitudes sur le sujet. C'est que, je ne sais pas si c'est être bon là où les autres sont mauvais, mais en tout cas, c'est vraiment cultiver nos points forts. Parce qu'effectivement, sur les points forts, c'est là-dessus qu'on va continuer à faire la différence. Et c'est aussi là-dessus, de toute façon, qu'on est attendu par l'ensemble de nos clients. Chez nous, ce sont des sociétaires à la Maïf. Et évidemment qu'on va aussi travailler là où ça ne va pas. Et puis, tous les outils de mesure nous aident à identifier là où ça ne va pas. Mais en tout état de cause, ce que l'on croit, c'est que là où on a des difficultés, il va nous falloir en tout cas beaucoup de temps et beaucoup de ressources pour être au niveau du marché et voir dépasser peut-être le marché sur ces sujets-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais effectivement, ça nous prend du temps, alors qu'on est vraiment en capacité de continuer à travailler nos points forts. Ça a fait sa démonstration et on continue finalement à faire la différence sur ces sujets-là. Ouais. Je suis assez d'accord avec ton approche, Laurent, sur le sujet. Ça me fait penser à la phrase on a travaillé avec Dyson il n'y a pas très longtemps, et chez Dyson, il y a une phrase de James Dyson qui est affichée sur les murs. Et la phrase de James Dyson, donc le fondateur de Dyson, est très simple. Il dit notre mission, c'est résoudre les problèmes que les autres, sous-entendu les concurrents, que les autres ignorent. Résoudre les problèmes que les autres ignorent. Ça aussi, c'est la même idée de être bon là où les autres sont mauvais, même d'un point de vue technologique. Après, de façon plus simple, je dirais qu'une autre façon d'être bon là où les autres sont mauvais, on l'a vu avec Bulgari. Bulgari, on a travaillé avec eux récemment, et Bulgari, ce qui nous a impressionné, ce qui a impressionné surtout les clients, c'est à quel point ils sont bons dans la transmission du dossier client d'un collaborateur A à un collaborateur B. Même quand on fait des gros efforts en la matière, même quand on travaille ça très bien, il y a toujours une déperdition d'informations, parce qu'il y a une déperdition d'informations logiques. Ce qui est impressionnant, c'est que les clients vous disent qu'ils ont eu Daniel le matin, ils ont Nathalie l'après-midi, et il n'y a absolument pas de déperdition d'informations. Ils ont l'impression que tous les détails ont été compris, ont été transmis, mais à un point qui les bluffe, et qu'on a des clients qui mettent 10 sur 10 quand on les interroge, juste pour cette raison-là, parce qu'ils n'ont jamais vu ça autre part. Être bon là où les autres sont mauvais. Dernier cas de figure, un cas très simple. Combien de fois vous êtes rentré dans un commerce à la dernière minute, une minute avant la fermeture, combien de fois on vous a fait sentir que vous dérangiez, que vous n'étiez pas là arrivé au bon moment et qu'on allait expédier tout ça? Et bien là aussi, être bon là où les autres sont mauvais, c'est faire en sorte que certains commerces, on l'a vu par exemple dans les centres auto, dans la chaîne de centres auto qui proposait cette expérience remarquable dont je vous parlais tout à l'heure, si un client arrive une minute avant la fermeture, et ben on le traite entièrement. On ne lui fait jamais sentir le rush, on le presse jamais, on le traite comme on doit le traiter. Et si on doit déborder de 20 minutes sur l'horaire, on déborde de 20 minutes sur l'horaire, ça fait partie du deal. Autre angle d'attaque, c'est être bon pendant la vente, être très bon, être excellent même après la vente. C'est une autre constante et c'est un autre prisme par lequel les champions se distinguent des autres. C'est là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est fondé sur des enquêtes qu'on fait nous sur l'enchantement client, où on a vu que de plus en plus, quand on demandait à des Français de nous parler de leur plus belle expérience de consommation de l'année, donc une expérience forcément enchanteresque, ils ont tendance à nous parler de plus en plus d'expériences qui se situent après la transaction, alors qu'avant, ils avaient tendance à nous parler plutôt d'expériences qui se passaient pendant la transaction. En fait, c'est tout simple, et on comprend très vite la raison derrière ça. C'est qu'aujourd'hui, le même ordinateur, vous pouvez l'acheter à 30 entreprises différentes, à 30 enseignes, dans 30 enseignes différentes. 15 des enseignes physiques, brick and mortar, magasins, et 15 enseignes aussi sur Internet, 15 sites Internet différents. Donc le problème n'est plus ce que vous achetez, mais à qui vous l'achetez, bien évidemment. Et plus vous êtes dans cette idée de « à qui j'achète ce produit », plus vous vous posez la question de comment seront ces gens-là le jour où il y aura un problème. Comment vont-ils se comporter? Et plus vous vous situez dans cette logique-là, plus forcément vous vous souciez et vous essayez d'anticiper comment ces gens-là seront demain au moment du problème. Je trouve que du coup ça résonne très bien et je pense que Nicolas, tu as forcément des choses à dire là-dessus.
Je pense notamment, et moi ça m'a beaucoup frappé, donc, sur le fait que des entreprises préparent le terrain, c'est-à-dire les entreprises vous expliquent comment justement elles seront demain, après la transaction, s'il y a un problème. C'est ce que fait très bien la communication de la Maïf. Notamment, ça m'a frappé de constater à quel point la communication des concurrents de la Maïf est 90% du temps sur la transaction, alors que 90% du temps de la communication de la Maïf est sur l'après-transaction. Et je trouve ça très symbolique de cet nouvel état d'esprit. Nicolas, tu veux peut-être... Oui, c'est ça, Laurent. En fait, de toute façon, dans le monde de l'assurance, la démarche, elle est un peu inversée. C'est-à-dire que vous allez acheter un service, c'est-à-dire le traitement d'un sinistre au moment de sa réalisation, mais lorsque vous faites cet achat, lorsque vous contractualisez avec votre assureur, il est évident que c'est pas le lendemain que vous allez, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, consommer ce service, mais ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans après. Donc on est un peu dans un cycle inversé par rapport à d'autres types de marchés. Ce qui, du coup, effectivement, en tout cas notre croyance, elle est là, nous impose à être bon aussi, et encore plus, je dirais, à ce moment-là, au moment du traitement du sinistre. Et effectivement, on communique beaucoup dans nos campagnes de communication. Alors, on n'est pas les plus grands communicants, on n'a pas forcément de grandes campagnes de communication, même si on est assez présent. Mais en tout cas, lorsqu'on communique, effectivement, on communique sur la manière dont on propose la résolution d'un sinistre. Et puis, ça fait écho de toute façon derrière à notre modèle économique, puisque notre modèle économique, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, ici ou ailleurs, mais on est autour d'un dispositif qui vise avant tout la satisfaction. Et la satisfaction, elle se réalise encore plus au moment où effectivement nos promesses, les attendus de nos sociétaires sont au rendez-vous, et en tout cas faire en sorte que nous soyons au rendez-vous des attendus de nos sociétaires à ce moment-là. Donc cette satisfaction, elle se construit, et cette confiance, elle se construit là. Donc notre modèle économique, c'est ça, satisfaction. Qui dit satisfaction dit fidélisation, qui dit fidélisation dit recommandation. Donc on a tout à gagner à être présent à ce moment-là et à faire la démonstration, effectivement, aussi dans nos campagnes publicitaires, que c'est à ce moment-là, encore plus que peut-être au moment de la vente, même si on est aussi présent au moment de la vente, bien évidemment, c'est à ce moment-là que tout va se jouer. À la fois la satisfaction et à la fois la confiance. Et qui dit confiance dit satisfaction, dit renforcement, effectivement, de notre modèle économique. Derrière, ça nous permet des économies d'échelle assez importantes. C'est-à-dire que satisfaction, fidélisation, recommandation, eh bien, on investit peut-être beaucoup moins sur l'approche commerciale, mais probablement beaucoup plus sur l'après-vente. Et l'après-vente dans le monde de l'assurance, c'est la gestion de sinistres. Et le temps qu'on y consacre, le nombre de gestionnaires, le fait qu'on consacre aussi du temps au moment de la gestion de sinistre à l'écoute, à l'empathie, à la gestion des émotions, eh bien, renforce ce modèle économique-là. Alors voilà, c'est assez schématique, mais effectivement, c'est ce qui explique certainement le fait qu'on communique bien plus. Peut-être toi, tu avais des chiffres en nous disant qu'on était un peu inversé par rapport à la concurrence. Je ne sais pas si c'est des chiffres, mais en tout cas, effectivement, on communique bien plus sur la prévente que sur la vente. C'est assez spectaculaire. Enfin, la différence de tonalité de communication et le sujet des communications vous sont bien spécifiques, et je trouve que c'est votre force à l'évidence. Autre angle d'attaque intéressant avec lequel les champions s'expriment là-dessus, c'est qu'ils ont présupposé la défiance des clients. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'on est dans une société de défiance à l'évidence. J'ai même pas besoin de débattre là-dessus aujourd'hui. Enfin, tout le monde parle de ça. En fait, les meilleurs présupposent la défiance de leurs clients. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, je pense aux e-commerçants qui, il y a 15 ans, se lancent en France. Je parle des milliers de e-commerçants, ceux qui ne se battent pas sur le prix, ceux qui se battent sur la qualité de service, notamment. Je pense à Amazon, je pense à Vente Privée, je pense à Azos, par exemple. Ces gens-là devaient résoudre une équation impossible. En fait, ils devaient vendre des produits que les gens ne verraient pas au moment où ils les achetaient. Ces gens devaient acheter ces produits à des gens qu'ils ne verraient jamais, en plus avec des moyens de paiement dans lesquels ils n'avaient aucune confiance à l'époque. Il y a 15 ans, c'est ça. C'est ça la situation des e-commerçants qui se lancent en France. Et donc forcément, pour triompher de cette défiance originelle, ils doivent être extraordinairement vigilants à ne pas ajouter la moindre trace de défiance dans leur processus. Donc, ces meilleurs e-commerçants se sont attaqués à leur process, se sont attaqués à toute l'expérience qu'ils faisaient vivre à leurs clients en chassant systématiquement et très scrupuleusement toutes les traces de défiance. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus les meilleurs. Amazon a été longtemps l'entreprise plébiscitée par les Français en termes de qualité de service. Elle est encore sur le podium encore aujourd'hui. Et ça montre bien à quel point chasser la défiance fait que vous êtes tout de suite meilleur.
Je vous donne un autre exemple très concret dans une autre industrie. On a récemment travaillé sur des expériences de drive et on s'est aperçu que finalement, un des meilleurs moyens de chasser la défiance et de triompher de la défiance des clients qui sont souvent à distance, c'est quand ils viennent chercher leur commande au drive, de leur montrer tout de suite les produits qui posent problème. Et les produits qui posent problème, les produits les plus problématiques, ce sont forcément les fruits et les légumes. Et ben, les meilleurs e-drivers, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on se comprend, les meilleurs e-drivers présentent d'emblée les fruits et légumes sur un plateau, sur une cagette, aux clients en leur disant voilà les produits qui a priori posent le plus de problème, donc on vous montre ça tout de suite. C'est le meilleur moyen de triompher de la défiance du client, de gagner sa confiance et de lui faire comprendre que si on est impeccable sur les produits les plus problématiques, le reste, forcément, c'est beaucoup moins important. Voilà comment, en présupposant la défiance des clients, on est tout de suite meilleur. Et puis, dernier angle d'attaque sur ce prisme par lequel les champions d'expérience client attaquent ce sujet-là, eh ben, ils sont dans l'idée de singulariser l'expérience. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'aperçoit, nous, dans les études, que les années de facilitation de l'expérience sont déclinantes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore quelques années, je facilitais la vie de mon client, le client était ravi. Aujourd'hui, je lui facilite la vie, il trouve ça presque normal. C'est si je ne lui facilite pas qu'il va grogner. Donc on comprend qu'on est passé de l'autre côté de la montagne. Vous voyez ce que je veux dire ? On est passé de l'autre côté du col. Donc aujourd'hui, après les années de facilitation, on est dans les années de singularisation de l'expérience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut hyper personnaliser le traitement. Je vous donne juste un exemple, très simple. Dans le monde de l'automobile, on s'est aperçu que pendant des années, quand un client achetait une voiture VN, une voiture neuve, excusez-moi, on lui offrait, il y avait le jour de la livraison de la voiture, on lui livrait la voiture, bien sûr, mais en plus, on lui offrait un mix magique, un couple magique qui était la bouteille de champagne et le bouquet de fleurs. Alors, dans la tête des constructeurs automobiles, c'était un peu le bouquet de fleurs pour madame et la bouteille de champagne pour monsieur. C'est un petit peu caricatural, mais enfin, c'était comme ça. Ça marchait très bien. Et puis, année après année, on a vu le truc se dégrader. On a vu à quel point ce couple champagne-bouquet de fleurs était de moins en moins efficace. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens trouvaient ça standard. Parce qu'ils avaient le sentiment que la bouteille de champagne, elle sortait et qu'il y avait 50 bouteilles de champagne qui étaient dans le fridge de la concession et que les bouquets de fleurs, ils étaient entassés et qu'on allait chercher au dernier moment et qu'on offrait ça aux clients. Valeur ajoutée, émotionnelle, zéro, que du standard, pas de valeur. Et donc, aujourd'hui, dans les constructions automobiles, un des rôles du vendeur, c'est de, bien sûr, vendre la voiture, mais c'est aussi de s'assurer de comprendre quels sont les sujets de passion de l'acheteur. Et au lieu de lui offrir le truc standard, bouquet de fleurs puis champagne, eh ben, on va lui offrir sur une thématique, une passion qu'il a, un thème qui l'intéresse, on va lui offrir un bouquin, une place de spectacle, etc., etc. Bref, on va lui offrir quelque chose qui correspond à quelque chose qu'il a énoncé pendant la relation, bref, à quelque chose qui est personnalisé. Et c'est beaucoup plus efficace, et souvent, en plus, il s'avère que c'est parfois même moins cher. Voilà pour les angles d'attaque. Maintenant, ce que je voudrais... Nicolas, je passe un peu vite. Tu n'avais pas quelque chose à ajouter sur l'idée de personnalisation ? Ouais, en tout cas, moi, j'ai rien contre un bouquet de fleurs. Hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est important pour nous, effectivement, hein, cette singularité. Après avoir facilité cette singularité, on continue quand même à faciliter les parcours. Hein, mais à un moment donné, on est effectivement assez vigilant sur le fait qu'il faut aussi adapter nos process à tout un tas d'éléments, d'éléments de contexte. Il ne s'agit pas non plus d'être hyper rigide à chaque fois. Évidemment, il faut l'être un minimum pour des raisons économiques, mais en même temps, on se doit aussi de se laisser la possibilité d'être un peu souple. C'est ce qu'on fait, nous, en tout cas, à Maïf. Je vais juste te prendre un exemple, si tu veux bien, très rapide. On a un dispositif que peut-être vous avez chez vos assureurs, peu importe, qui fait que, en fonction des contrats, certains contrats prévoient une assistance en cas de panne à 50 km. En tout cas, il faut que vous soyez au moins à 50 km de votre domicile. Bon, ça, c'est la règle. Au-delà de la règle, tu vois, la singularité, l'adaptation aux besoins, c'est aussi de dire qu'on peut, à un moment donné, parce que c'est la montagne, parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui est en difficulté financièrement, etc. Enfin, peu importe. En tout cas, il y a tout un tas de contextes qui peut être analysé par un gestionnaire ou une gestionnaire, qui fait que, voilà, on va déroger à ces règles-là, en fait, hein, tout simplement. À un moment donné, c'est aussi intéressant de le faire, encore une fois, pour reboucler ce que j'évoquais tout à l'heure. L'arbitre du conseiller, c'est ce que tu m'avais déjà dit. Et en même temps, vous lui faites totalement confiance, c'est-à-dire que s'il a pris la décision, il sera tout de suite, on ne lui en fera jamais le reproche. C'est bien ça l'idée. Non, absolument pas. Bien au contraire.
Alors, maintenant qu'on a travaillé les angles d'attaque, on va travailler très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, on va travailler très vite les méthodes de travail. Première méthode de travail, je passe vite dessus, c'est le fait de se concentrer sur 4 chantiers par an. Je passe vite là-dessus, mais c'est très important. Si vous voulez aller sur 10 chantiers, vous n'en sortirez pas. Donc, on s'aperçoit que les entreprises qui progressent le plus sont les entreprises qui circonscrivent leur combat à 4 combats par an, pas plus. Et vous les menez à fond, vous les travaillez, vous les mesurez, etc., mais 4 combats par an, pas plus. Deuxième élément, deuxième méthode de travail, c'est travailler en task force. Moi, j'étais absolument abasourdi par certaines entreprises qui mettaient tout le monde autour de la table dès les premières restitutions d'études. Et c'est d'une force incroyable. On l'a vu par exemple chez Sephora, où ça m'a beaucoup marqué on travaillait sur une expérience client et une expérience collaborateur qu'on mettait en miroir, c'est des choses qu'on fait. Et ce qui m'a stupéfait, c'est la première fois que je voyais ça, en 15 ans de KPM, c'est pour la première fois que j'ai vu la formation. Le département formation était là, autour de la table, le jour où on présentait ça. Et bien sûr que ça fait du sens. Parce que quand on parle des relations client-collaborateur, eh bien forcément la formation doit être là pour comprendre des choses. J'ai vu ça aussi chez Cofidis. Cofidis, on a travaillé avec eux en Belgique. J'étais absolument impressionné de voir qu'il y avait un nombre de départements, il y avait tous les départements possibles et imaginables autour de la table dès la première réunion. Et forcément, déjà, par rapport au premier diagnostic, ça permet d'avoir des échanges autour de ces diagnostics, ça permet d'avoir une qualité de réaction qui est encore bien sûr, décuplée. Bref, ça permet d'avoir des choses formidables autour de ça. Peut-être que je te passe la parole aussi, Nicolas, parce que effectivement, vous êtes aussi assez remarquable là-dessus, une capacité à mettre beaucoup de monde autour de la table et à partager largement ce diagnostic. Je trouve toujours ça très impressionnant chez vous aussi. En tout cas, je note effectivement la formation. On n'a pas effectivement l'habitude dans les premières réunions, dans les réunions qui suivent, oui, on le fait, mais effectivement dans les premières réunions, ça peut être un angle intéressant. J'en prends note. Mais oui, dès le départ, quelles que soient les études, d'ailleurs, que ce soit des études barométriques, des enquêtes à chaud, des trackers, etc. Effectivement, on associe un maximum de personnes dès la première ou les premières réunions. Ça permet plusieurs choses. La première d'entre elles, c'est évidemment de motiver, mobiliser, échanger, croiser, comprendre ce qui se passe en amont, en aval, etc. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais la réalité, elle est vraiment là. Ça permet également de comprendre finalement et d'interpréter les écarts d'une année sur l'autre, ou d'un mois sur l'autre, ou d'un trimestre à l'autre en fonction de la périodicité des études, de savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été menées? Est-ce qu'on a identifié des difficultés particulières? Et ça, seules les personnes concernées, quand je dis les personnes concernées, ce sont les métiers. Quand je dis les métiers, ce ne sont pas que les services supports, ce sont aussi des gens qui sont sur le terrain, dans les réseaux, qui peuvent effectivement avoir une bonne compréhension de ce qui se passe en permanence sur le terrain. Et donc, ça nous permet aussi donc, de renforcer des analyses que l'on peut mener suite à des présentations de ce type d'études. Et ce n'est finalement qu'après ces travaux-là qu'on va avoir notre direction. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais voilà, l'anecdote, elle est peut-être un peu là aussi. On ne va voir notre direction générale, ou notre direction opérationnelle, ou les directeurs opérationnels, qu'après avoir fait ces échanges-là, en amont, et ces concertations-là, et ces travaux-là. Et finalement, quelque part, les acteurs qui sont concernés en direct par la relation client, la relation sociétaire, sont finalement les premiers informés des résultats des études qu'on peut mener. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, en tout cas dans notre environnement, c'est quelque chose d'extrêmement apprécié. Merci Nicolas. On me fait signe qu'il nous reste 4 minutes 30, donc on va accélérer. C'est aussi un message pour moi que pour toi Nicolas. Troisième point et troisième méthode de travail, c'est à quel point, moi ça m'a frappé, à quel point ces champions de l'expérience client aiment se jeter sur les détails. Ce que je veux dire, c'est que si c'est des champions de l'expérience client, c'est qu'en général, les gros chantiers, ils les ont déjà résolus, mais surtout, ils ont un appétit pour les petites choses émergentes. Parce qu'ils savent très bien qu'en travaillant sur les choses émergentes aujourd'hui, ils travailleront sur les tendances de demain. Donc, on les aide effectivement à faire émerger ces signaux faibles. C'est très important. Et en tout cas, ils ont une passion. Donc, même ces sujets que certains balayent du bras en disant mais, attendez, rien à faire, ça compte pour 1%, ben, j'ai remarqué que chez les champions, un truc qui arrive 1%, voire moins, ça peut largement les intéresser, etc. Je te propose de passer vite là-dessus, Nicolas, et d'aller tout de suite au point d'après. Ok. Ah, tu veux, oui, juste vite, alors très vite, 5 secondes, juste te dire un truc, je crois dans les signaux faibles. J'ai une grande croyance dans les signaux faibles. Voilà, j'en rajoute pas, mais je te laisse poursuivre du coup. Et le point de vue du collaborateur, et ils essayent de les faire se rencontrer.
Et c'est très important parce que globalement, on s'aperçoit en plus qu'il y a de plus en plus de direction de l'expérience client et collaborateur qui se créent, ce qui montre bien la tendance aussi vers ça. C'est de plus en plus, qui dit relation client, on a vu que c'était, le relationnel était clé là-dedans, donc ça dit interaction, bref. Travailler sur le point de vue du client et le point de vue du collaborateur, c'est clé, c'est ce que vous faites chez Maïf. Tu as 30 secondes pour t'exprimer sur ce sujet-là, Nicolas. En tout cas, on travaille sur plusieurs composantes et on essaie de marier toutes ces composantes. Effectivement, l'expérience collaborateur, associée à la satisfaction de nos sociétaires, associée évidemment à la performance économique. Puis on a une quatrième composante qui est le bien commun en tant qu'entreprise à mission. Et c'est véritablement la résultante de ces 4 composantes-là, lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on met en place des plans d'action, qui font la performance. En tout cas, c'est notre modèle de performance. J'ai dû faire moins de 30 secondes. Oh non, ne te fais pas d'illusions. 5e cas de figure, 5e méthode de travail, c'est très frappant de voir à quel point les feedbacks aux collaborateurs sont soignés par les champions. Je prendrai juste l'exemple de Leroy Merlin qui m'avait bluffé. On faisait un retour d'expérience sur une analyse miroir client-collaborateur à 400 managers de magasins Leroy Merlin. On a fait la présentation PowerPoint classique 45 minutes. Derrière, il y avait une troupe de théâtre d'improvisation qui a joué les 17 clés qu'on avait fait émerger à travers cette étude. Et quand vous avez une troupe de théâtre d'improvisation qui fait la scène là en direct, live, devant les yeux des 400 managers, avec c'est même les managers qui font le casting, etc., ceux qui sont dans la salle qui font le casting, c'est bluffant. C'est bluffant et ça fait passer les messages par le rire avec une puissance incroyable. Et une fois que quelqu'un arrive devant une scénette comme ça, le truc est acquis, compris, intégré, bien évidemment, c'est la force. Et ce n'est pas les seuls. Je sais que chez vous, je passe vite là-dessus, mais chez vous, vous faites souvent venir des clients. J'ai fait des cas comme ça avec vous, des expériences tout à fait intéressantes où on fait venir des clients qui viennent témoigner, puis après on fait la présentation, etc. Et je trouve ça toujours intéressant. Ça fait partie des messages qu'on fait, c'est une façon de faire passer le message que je trouve intéressant. Je te prive un peu de parole, Nicolas, pour sprinter parce que tu t'imagines pas la pression que j'ai ici. Mais globalement, les champions aussi ont une capacité à diffuser la culture client qui est juste formidable. Ici, on est à la cantine de Cofidis en Belgique. Et vous voyez qu'à la cantine de Cofidis en Belgique, on met des verbatims partout. Des verbatims de clients contents, de clients mécontents. Mais c'est une façon de diffuser la culture. C'est une façon de dire, voilà ce que vivent nos clients, voilà, etc. De montrer que c'est très important pour tout le monde. Et que s'il y a des verbatims de clients partout dans la cantine, eh ben, ça montre bien à quel point... Voilà. Et je termine, la dernière chose, je terminerai là-dessus, et je vous promets de ne pas aller plus loin. Il faut mesurer encore et encore, c'est très important. Il faut mesurer, parce que si vous ne mesurez pas, vous êtes incapable de montrer les progrès que vous avez faits à votre codir, et donc l'année prochaine, vous serez incapable de demander des budgets et de justifier pourquoi vous avez besoin de budget. Et puis il faut mesurer, tout simplement aussi, parce que vous devez montrer aux équipes terrain les progrès que vous faites. Et c'est une façon de les motiver, bien évidemment. Voilà, j'en termine avec ça. Voilà comment les champions travaillent. Voilà, rapidement brossé. Hein. Mais voilà comment les champions de l'expérience client travaillent. Nicolas, peut-être un petit mot de fin ? Bon, écoute, juste un grand merci à toi. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et peut-être une question ou deux, je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup, messieurs. C'était Nicolas Courgeot, responsable d'excellence opérationnelle et satisfaction sociétaire à la Maïf, et Laurent Garnier, cofondateur de KPM pour CX Paris, organisé par Relations Clients Magazine.